Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de RTI 1 à la une de cette édition. Le stade Félix Houphouët-Boigny fait partie des 6 stades retenus pour abriter les matchs de la CAN 2023. D'un coût estimé à plus de 65 milliards de francs CFA, il a été totalement mis à niveau. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie est allé hier sur place pour s'assurer que tout est aux normes FIFA. On le rejoindra dès le début de ce journal. L'opération L'épervier 9 a été lancée récemment. Des patrouilles mixtes ont lieu régulièrement dans la cité pour veiller sur la quiétude des populations. Nos reporters ont pu suivre les éléments commis pour cette opération lors de leur dernière patrouille nocturne. Ils étaient conduits par le préfet de police d'Abidjan lui-même. On verra cela tout à l'heure. Le Parlement européen, la Commission et les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord hier après des mois de tractation pour une législation qui protège les médias et les journalistes. Devant la multiplication des atteintes de la liberté de la presse à la liberté de la presse, y compris en Europe, l'Union européenne met en place des garde-fous destinés à sauvegarder la liberté des médias. Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, a fait un tour hier au stade Félix Houphouët-Boigny, au plateau, pour s'assurer que tout est bien correct, que l'ouvrage ne souffre d'aucune anomalie et qu'il est définitivement prêt pour accueillir les matchs de la CAN qui approchent à grands pas. Selon Robert Mambébegré, il est question de passer une fois encore au peigne fin. Afin de tout passer une fois encore au peigne fin pour apporter les corrections qu'il faut. On voit cela avec Abdoulaye Koné et Adama Kéré. Pas de répit pour le nouveau ministre des Sports, du moins pour le Premier ministre. À quelques 4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, il était ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny du plateau. Moulé dans sa chasuble, il prend au sérieux chaque détail, parcourt chaque allée, écoute minutieusement les maîtres d'ouvrage avant de s'adresser aux journalistes qui l'accompagnent. Le stade de Houphouët-Boigny est prêt. La CAF est passée ici, a fait des observations, tout a été corrigé. Mais en réunion de comité, nous avons dit que la Côte d'Ivoire doit regarder tous les détails pour qu'on ne nous reproche rien. Je peux dire que l'entreprise, le BNED, l'ONS, le COCAN, tous ceux qui sont partie prenante à ce projet ont fait le boulot que nous attendions d'eux. Nous ne pouvons que les en féliciter. Maintenant, il s'agit de maintenir la pelouse dans un état de qualification aux normes internationales. Donc c'est ces détails que nous allons descendre pour regarder tout à l'heure. Mais déjà, ce qui est visible d'apparence répond aux exigences de la compétition. C'est seulement après avoir foulé la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny que le Premier ministre repart avec sa délégation. Grand artisan de la réussite en 2017 des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, Robert Beurré-Mambé entend réussir ce énième challenge qui se profile à l'horizon. Et 1 heure plus tôt, Robert Mambébegré était dans la commune de Cocody, au lycée technique d'Abidjan, pour une double cérémonie de remise de parchemin à la 2e cohorte de la grande distribution et de pose de la première pierre de l'internat du lycée. Dans quelques mois, ce sont donc 6 blocs de résidences scolaires qui sortiront de terre d'une capacité d'environ 2300 lits avec un centre médical, un restaurant, un espace commercial et des aires de jeu. D'autres précisions avec nos reporters qu'on retrouve maintenant. Si le Premier ministre manie la truelle à la perfection, c'est justement pour poser la première pierre de l'internat du lycée technique d'Abidjan, un établissement où il a lui-même obtenu le baccalauréat E. À cet événement s'ajoute la remise symbolique de diplômes aux jeunes ayant suivi la formation au sein de la 2e cohorte du programme Grande Distribution et le lancement de la formation de la 3e cohorte de jeunes pour le même programme. Le projet Grande Distribution s'inscrit dans le cadre des activités de l'école de la 2e chance, un programme de formation de masse destiné à permettre à des diplômés sans emploi, des déscolarisés ou des personnes mal insérées en activité de se faire une nouvelle trajectoire professionnelle. À cet égard,
La deuxième édition du projet Grande Distribution a permis à 325 jeunes d'être formés dans les métiers suivants. Employés polyvalents, vendeurs en boucherie. Après une évaluation réalisée avec les professionnels du secteur, ces jeunes ont obtenu un certificat de qualification professionnelle CQP et sont tous en voie d'être embauchés dans les entreprises partenaires du projet. L'érection de cet internat au sein du lycée technique d'Abidjan s'inscrit dans une vision futuriste, celle de repenser et de revaloriser le secteur de l'enseignement technique et de l'apprentissage. Il s'agit à terme de soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire, d'où l'implication de plusieurs ministères et des partenaires tels que le FDFB. Le projet bénéficie de l'implication personnelle du Premier ministre. Dans le cadre de sa vision 2030, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, dans son discours, a énoncé de façon claire que l'éducation, la formation et l'emploi sont les priorités du gouvernement. Cette école de la deuxième chance, mieux, cette école du réveil intérieur est une grande chance que le président Alassane Ouattara a décidé de donner à la jeunesse ivoirienne pour les enfants des familles éloignées d'Abidjan et originaires des zones reculées du pays. Je me réjouis donc que le programme Académie des talents, initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, fasse de la réhabilitation des internats ou parfois de leur construction dans le cadre de nouveaux projets de construction d'établissements une priorité absolue. L'ouvrage comprendra, à la fin des travaux, 6 blocs de résidence scolaire R+3 d'une capacité d'environ 2300 lits. L'internat du lycée technique d'Abidjan sera également doté d'un centre médical, d'un restaurant d'une capacité de plus de 1000 places, d'un espace commercial et des aires de jeux sportifs. Au niveau de la formation professionnelle, la Côte d'Ivoire fait également d'énormes progrès, des efforts qui sont retenus aussi bien ici et comme hors de nos frontières. Une délégation béninoise était d'ailleurs récemment en Côte d'Ivoire pour s'imprégner du modèle ivoirien et partager les expériences avec la Côte d'Ivoire. Témoin de la séance de travail, Jean-Marc Djedji. La promotion de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents Côte d'Ivoire attire plus d'un. Ces programmes conçus par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage visent à résorber le stock de diplômés sans emploi, de déscolarisés et de personnes mal insérées en activité. Une délégation d'experts venus du Bénin veut s'inspirer de ces innovations ivoiriennes dans le domaine de la formation et de la réinsertion professionnelle des jeunes. La mission est conduite par Ilé Azonitodé, membre du cadre national pour la promotion de la formation professionnelle au Bénin. Le Bénin a beaucoup de choses à tirer de la Côte d'Ivoire, pour ce qui nous concerne ici déjà. Vous savez, nous sommes dans un lycée, ici. Et on a vu un peu la structuration de l'enseignement de la formation technique professionnelle. Chez nous, nous sommes aussi dans une certaine réforme, on va présenter tout à l'heure. Et tout ce que nous avions entendu, l'Académie des talents, l'école de la deuxième chance, sont autant de défis que nous avons à relever ensemble et qui pourraient être pour nous des sources d'inspiration pour ce que nous aurions à voir ici. Sur la période 2021-2024, le ministère de tutelle envisage de doubler la proportion des apprenants par rapport à l'effectif du secondaire général, passant de 5% à 10% et le taux d'insertion des diplômés de 32% à 65%. Donc en venant en Côte d'Ivoire, en rencontrant la délégation Bénin aujourd'hui, c'est d'échanger nos expériences, comment mieux former les jeunes selon nos expériences diverses et comment, avec le secteur productif, notamment le secteur privé, comment mieux les insérer. Comment gérer aussi les établissements qui sont dans notre secteur. Donc les problèmes de gouvernance, les problèmes de financement, les problèmes aujourd'hui, comme il a dit le chef de délégation, les problèmes d'accès à la formation professionnelle. Des visites de terrain auprès de quelques établissements et des séances de travail sont prévues avec le secteur productif. À l'issue du concours exceptionnel de recrutement d'officiers dans la maréchaussée, 126 nouvelles recrues qui ont brillamment conclu leur formation viennent de recevoir leurs épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de la Défense. Tout comme leurs aînés qu'ils rejoignent fièrement dans ce corps d'élite, les nouveaux officiers de la gendarmerie nationale sont appelés à travailler dans la rigueur et l'honnêteté absolue. Frédéric Oulaye, Eugène Atoubé,
Reportage. Ils sont 126 sous-officiers qui intègrent officiellement les rangs des officiers de la Gendarmerie nationale avec le grade de sous-lieutenant. Heureux et fiers de recevoir leurs épaulettes des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le président de la République, chef suprême des armées. Tout aussi heureux et fier, le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, est reconnaissant au chef de l'État pour toute l'attention accordée à ce corps. C'est ici même que les serments sont prêtés. Nous prêtons serment, nous nous engageons à servir l'État de Côte d'Ivoire avec honneur et fidélité. Nous avons servi hier l'État de Côte d'Ivoire avec honneur et fidélité. Nous continuons de servir l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, plus qu'hier, et demain, forcément plus qu'aujourd'hui, avec honneur et fidélité. Vous pouvez nous faire confiance. Le grade de sous-lieutenant est le couronnement de 10 mois de formation théorique et pratique au cours exceptionnel de recrutement d'officiers. Ces 126 nouveaux officiers qui constituent la promotion sortante baptisée général de division Touvoli Bizobo Grégoire, ancien commandant de la gendarmerie, ont prêté serment. Ils s'engagent à servir avec intégrité. Parrain de cette promotion, Fidèle Sarasoro exhorte ses filleuls au respect des valeurs de la gendarmerie. À mes filleuls, vous avez, en accédant au corps des officiers, choisi de servir par l'exemple. Ce choix vous engage autant qu'il vous honore. Vous avez reçu des conseils de vos chefs hiérarchiques. Je vous exhorte non seulement à les garder jalousement, mais également à les appliquer avec sérieux et de façon résolue. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est félicité des actions menées pour élever la gendarmerie nationale à un niveau supérieur. Les fêtes de fin d'année et la Cannes, deux défis que Téné Biraïman invite la gendarmerie nationale à relever aux côtés des autres forces de défense et de sécurité. Cette formation doit vous permettre d'être de véritables chefs pour les hommes et les femmes que vous aurez la responsabilité de commander. Vous devez donc relever le défi de la probité, de l'exemplarité, du dévouement à la mère patrie. Vous devez être capable de jouer pleinement votre rôle et remplir avec efficacité les missions qui vous seront assignées, notamment dans la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et la grande criminalité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a annoncé la création de 45 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'étendue du territoire. Des gendarmes fiers de servir leur pays avec loyauté et dévouement, comme démontré dans ce défilé exécuté par les nouveaux officiers. Des nouveaux officiers qui sont donc les bienvenus au moment où la gendarmerie nationale est fortement impliquée dans la phase active de l'opération Épervier 9 qui a été lancée récemment. Des patrouilles mixtes ont lieu régulièrement dans la cité pour veiller sur la quiétude des populations et nos reporters ont pu suivre pour nous les éléments commis pour l'opération lors de leur dernière patrouille nocturne. Ils étaient conduits par le préfet de police d'Abidjan lui-même. On voit cela avec Souleymane Donisongui. L'opération Épervier 9 en marche dans le Grand Abidjan. Dans sa mise en œuvre, le général Siaka Dosso, préfet de police du district autonome d'Abidjan, est à la manœuvre. Il souligne l'importance de cette allure patrouille. Après le lancement officiel des opérations Épervier 9 dans la commune de Yopougon, il était de notre devoir, en tant que responsable opérationnel du district d'Abidjan, de venir nous acquérir du comportement et du dispositif mis en place à Yopougon au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au nom de M. le directeur général de la police nationale et du commandant supérieur de la gendarmerie. Nous sommes heureux. Nous avons vu nos éléments ensemble, police, gendarmerie, travailler en symbiose. C'est ce que nous demandons et c'est comme cela que nous allons sécuriser les fêtes de fin d'année
et la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024. L'opération Épervier 9 revêt une particularité en tant que mesure de sécurité proactive avant cet événement majeur. Tout Abidjan, tous les chefs de district sont à pied d'œuvre. Des rames que vous avez vues se déroulent dans toute la ville d'Abidjan pour rassurer les populations. Nous allons avoir encore l'apport considérable des forces de police, la force considérable des forces de gendarmerie et même nous allons monter pour avoir l'appui des forces armées de Côte d'Ivoire pour que toutes les populations, tous les supporters qui viendront en Côte d'Ivoire se sentent rassurés. Cette initiative implique le déploiement de 1500 soldats à Abidjan et 1700 à l'intérieur du pays, composés de policiers et de gendarmes, dans le but de renforcer la sécurité à travers des patrouilles et des mesures préventives. Le reportage de Souleymane Donisangou a été commenté par Issa Chononyeo avec la collaboration technique de Zakaria Traoré. On dit que l'individualisme nourrit la peur et la solidarité nourrit l'espoir. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a mis en place, il y a plus d'1 an et demi, un concept novateur, une idée pour semer le bonheur et le sourire sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les dimanches de la solidarité. À ce jour, on dénombre plusieurs milliers de familles qui ont pu en bénéficier, plusieurs personnes qui ont vu leur vie s'améliorer. Et parmi ces personnes, nous avons pu en rencontrer quelques-unes qui ont bien souhaité se souvenir avec nous de ce dimanche-là qui a marqué un tournant décisif dans leur vie. C'est Michel Mambo Sogodogo qui leur a tendu son micro. C'est le grand reportage de la mi-journée. Un bâtiment inachevé, quelque part dans la commune de Cocody, à la merci des malfrats, reptiles, intempéries et tout autre danger susceptible de mettre en péril une vie. C'est ici que Dame Koulibaly, veuve et mère de 6 enfants, a trouvé refuge. Ici, son point de chute après 4 années à squatter ça et là. Un soir, contre toute attente, la Providence lui sourit. Une visite des plus inespérées va changer sa vie. Dans le cadre du dimanche de la solidarité, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est dans ses murs. 6 mois après, Dame Koulibaly n'en revient toujours pas. Grâce à toi. Grâce à toi. D'accord. Le fond nom du président. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yopougon Mikao, un autre visage qui s'illumine quelques mois seulement après le passage des équipes du dimanche de la solidarité conduites par la ministre Bellemonde Dogo, celui de Rachel Koudou. Installée dans cette baraque avec ses enfants à bas âge depuis le décès de son homme, Rachel, hier dans l'extrême pauvreté, est aujourd'hui propriétaire d'une boutique. En tout cas, avec l'aide qu'elle m'a apportée, voilà ce que j'ai fait. J'ai ouvert un coin pour moi-même. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'une entreprise. En tout cas, pour les femmes et puis les enfants qui ont été abandonnés par leurs parents aujourd'hui, il y a quelqu'un aujourd'hui que Dieu a envoyé sur cette terre aujourd'hui pour les relever. En tout cas, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Je ne peux pas tenir. Bon, viens, allez, viens. Bintou Koulibaly, Rachel Koudou, Grace Ouattara, Émile Kwame, au total, plus de 10 000 ménages vulnérables assistés le long de l'année 2023, tant dans les communes du district d'Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays, notamment Daloa et San Pedro. Merci Président, c'est sûrement aussi, je n'attendais pas. Il a dit l'année 2023, c'est l'année de la jeunesse et voilà, il est en train de le faire. Le président de la République, je voudrais vous dire merci. C'est Dieu qui vous a envoyé vers nous. Je ne m'attendais pas à ça un jour. Que Dieu vous rende au sanctuaire. Des familles relogées, des prises en charge médicales octroyées, des jeunes rescolarisés et resocialisés, des dons en vivre et en non-vivre, des fonds octroyés pour des AGR, activités génératrices de revenus, des pleurs
qui se transforme en fou rire, le dimanche de la solidarité, un véritable exutoire pour les familles en détresse. Nous avons des populations qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ce sont ces populations qui sont d'abord notre première cible. Ensuite, nous avons des veuves. Nous avons des veuves qui ont tout perdu, qui ont été régnées par la famille, qui sont délaissées pour compte. Ensuite, nous avons la jeunesse. Cette année, je pense que c'est vrai, nous avons atteint l'objectif de ménages visités. Mais l'année prochaine, on fait la promesse d'aller plus loin en termes de nombre de ménages visités et assistés. 2024, les bouchées doublent, plus de familles seront impactées. Le message que nous voulons faire passer, ce n'est pas le nôtre, c'est celui du président de la République. Là, dire que la Côte d'Ivoire solidaire, tant prônée par le président de la République, est une réalité. Ce n'est pas une vue d'esprit. Une Côte d'Ivoire solidaire où l'Ivoirien, peu importe son appartenance politique, son ethnie, sa religion, a droit à l'assistance du gouvernement. C'est la raison qui nous fait courir du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour assister les Ivoiriens qui sont dans le besoin et mieux accompagner les Ivoiriens afin qu'ils sortent de l'état de vulnérabilité. Le dimanche de la solidarité, l'action suscite au-delà de l'émotion, de l'admiration, même au sein des familles les plus nanties. À défaut d'être sur le terrain, nombreuses sont les personnes du troisième âge qui, devant leur petit écran, ne peuvent s'empêcher d'élever des prières à l'endroit du gouvernement, avec à sa tête le président de la République, Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur d'une Côte d'Ivoire solidaire. Joli reportage absolument émouvant. Les dimanches de la solidarité ou les dimanches du bonheur, un document signé Michel Mambo, Tatiana Bono et Husser Blei. Les architectes sont des artistes. Ils conçoivent des espaces et bâtissent des édifices en respectant des règles de construction ainsi que des concepts esthétiques. Bien sûr, cela n'est possible qu'à l'issue d'une bonne formation. En ce moment, ils initient ici à Abidjan, au bord de la lagune Ébrié, un projet de valise pédagogique type pour une excellente formation des futurs architectes de l'espace UEMOA. Dongui Dongui nous y amène maintenant. Quartier précaire, construction anarchique, effondrement d'immeubles. Les villes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se développent parfois au mépris de l'obligation de s'attacher les services d'un architecte avant toute construction urbaine. Constat que partage amer le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. C'est en fait, alors que les textes dans nos différents pays sont assez clairs, sur la récurrente question du coût réputé élevé des interventions des architectes, Jean-Augustin Carvalho n'est pas de cet avis. Une mission d'architecte qui consiste aux études, à la sélection des entreprises et à la supervision des travaux jusqu'à son achèvement varie autour de 9 à 7% du coût des travaux. Ça vous donne très rapidement une construction qui fait 10 millions. L'architecte sera rémunéré à autour de 800 000 francs. Le président de l'Ordre des architectes du Sénégal est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une rencontre extraordinaire de la conférence des présidents de l'Ordre des architectes des États membres de l'UEMOA. Le plus grand défi est celui du développement durable. Et en architecture, un certain nombre d'objectifs ont été identifiés, définis à travers les différentes rencontres qui se sont tenues afin que nous puissions tous entrer dans cette véritable dynamique. Nous ne voulons pas rester en reste. Ordre du jour de cette conférence, examen et adoption du projet de la valise pédagogique type de la formation des architectes de l'espace UEMOA. Un reportage signé Dongui Dongui. Le travail bien fait est toujours récompensé. Une quinzaine de femmes excellentes dans leurs domaines respectifs viennent d'être distinguées lors de la Nuit des Dames de l'Excellence édition 2023. Des modèles pour la jeune génération qui pourrait ainsi en prendre de la graine. Khalil Diomandé était sur place pour RTI. Dans l'ombre, elles font preuve d'ardeur au travail et parviennent à tirer leur épingle du jeu dans leur secteur d'activité respectif. 15 femmes, dont des notaires, des médecins et des directrices générales,
sont mises à la lumière à cette 4e édition de la Nuit des Dames de l'Excellence. Avec ce prix-là, ça nous permettra de montrer davantage ce que nous savons faire et là jusqu'à où nous pouvons arriver. Et c'est un motivateur pour nous. Je voudrais aussi encourager toutes les braves femmes qui travaillent dans le même domaine que moi, telles que dans le BTP, de ne pas baisser les bras pour pouvoir vraiment relever le défi. En mettant ces femmes sous le feu des projecteurs, Georges Cablan, initiateur de ces prix, entend susciter chez les jeunes filles le goût pour le travail bien fait. Il faudrait montrer à la génération future l'exemple de leurs devanciers, car elles vont voir ça passer sur les écrans, elles vont vouloir ressembler à ces dames-là. Donc voici un peu ma vision. Au total, 60 femmes primées depuis l'instauration de la Nuit des Dames de l'Excellence. Les initiateurs s'engagent à poursuivre cette promotion du mérite pour un impact plus significatif sur la gente féminine. Eux aussi sont au nombre de 15 et ils ont également été distingués par leur entreprise pour les nombreuses années de leur vie qu'ils ont consacrées à leur travail. 15 ans pour certains, 25 ans ou 35 ans même pour d'autres. Ils ont reçu de la part de leur employeur des médailles d'honneur du travail. Vous allez le voir, les récipiendaires étaient heureux et fiers de cette reconnaissance. Reportage Constant Kokora dans un commentaire de Jean-Marc Djedji. Ils sont désormais admis à faire valoir leur droit à la retraite. 15 travailleurs, dont une femme, ont reçu leur médaille à cette cérémonie initiée par leur employeur. Des médailles en or, vermeil ou argent, les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. C'est une grande joie qui anime chacune des personnes, des 15 qui ont reçu aujourd'hui la médaille d'honneur du travail, parce que c'est un signe pour nous de reconnaissance de notre fidélité et des efforts que nous avons faits dans le cadre du travail à l'égard de notre entreprise, mais aussi de l'État de Côte d'Ivoire. C'est une reconnaissance, c'est une fierté d'être reconnu. Ferdinand Mouko, directeur général de l'entreprise, a rendu hommage aux travailleurs retraités des années antérieures. Aux nouveaux récipiendaires, le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale les exhorte à la continuité. La reconnaissance de l'État est un moment historique pour les travailleurs et je pense qu'ils sont tous satisfaits de ces médailles-là. Et je pense que c'est à l'honneur de l'entreprise qui participe énormément au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance festive que les récipiendaires se sont engagés à une sensibilisation à l'excellence dans le pays. Les anciens parlementaires de Côte d'Ivoire viennent d'élire leur tout nouveau président pour les 4 prochaines années. C'était lors de l'Assemblée générale ordinaire élective qui a eu lieu à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. C'était en présence de Jean-Michel Quadio et Jean-Marc Djedji. Le nouveau président de l'Association des anciens députés de Côte d'Ivoire, ADECI, est désormais connu. Eumon Nigoli prend les rênes de cette association muée en Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire, ADAPSI, lors de l'Assemblée générale ordinaire élective. Il est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable, une fois. Eumon Nigoli remplace le président sortant Henri Porquet à la tête de cette association depuis 2012. De vos collègues, il faudrait que vous méritiez cette confiance. Pour moi, le plus dur commence, mais je le ferai avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de plaisir. Je ne ménagerai aucun effort pour que disons, mes collègues soient satisfaits. L'État, le président de la République ou bien les institutions peuvent nous saisir pour un problème d'ordre national. Ce qui peut être, par exemple, disons, le foncier rural, la situation scolaire actuelle, et puis même la réconciliation, l'État ou les institutions peuvent nous saisir. Comme nous aussi, nous pouvons nous auto-saisir pour étudier un certain nombre de choses qu'on verse dans les dossiers de l'État. Nous avons besoin de mémoire, de patrimoine, des anciens députés qui ont eu l'idée de se retrouver et d'être un creuset pour la nation. Et ils ont été même connectés à la nation parce qu'ils avaient des missions. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire doit tendre toujours vers une réconciliation forte, une cohésion forte, c'est important de lorgner ce genre d'association, ce genre d'organisation pour voir quel peut être leur rapport. L'Association des anciens députés de Côte d'Ivoire, devenue Association des anciens parlementaires de Côte d'Ivoire, a été créée en 1992. Calamon a son tout premier sous-préfet.
Calamon est en fête. À Calamon, les populations sont dans une joie indescriptible. Leur souhait a été réalisé. Depuis de longues années, cette localité située à Doropo, département de Bouna, en a rêvé et c'est aujourd'hui chose faite. Godefroy Okambawa. Érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 2008, avec une population estimée à près de 10 000 habitants, Calamon, dans la région du Boukani, dépendait jusque-là de la sous-préfecture de Doropo, où les populations se rendaient pour établir leurs documents administratifs. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour la localité avec la nomination d'un sous-préfet, le début du développement pour les populations qui attendaient depuis quelques années. Nous avons mis beaucoup de temps avant d'avoir le sous-préfet. Il faut qu'on lui permette de façon vraiment résolue, n'est-ce pas, d'accomplir ses missions. Nous avons dit à nos parents de se mettre à la disposition du sous-préfet. Il faut qu'il ait une collaboration aussi franche, main dans la main. Le sous-préfet sente que la population, les cadres, tout le monde est vraiment en phase avec lui. Présenté aux populations, le nouveau sous-préfet compte mener sa mission avec le concours des cadres et des filles et fils de la localité. C'est un défi parce qu'il y a plusieurs enjeux qui nous attendent. Un enjeu de développement, des enjeux aussi sécuritaires, comme vous le savez. Donc il va falloir qu'on soit très vigilant. Installé, le tout premier sous-préfet de Calamon bénéficie du soutien des cadres de la région, au nom desquels Michel Noufé. Il a offert un ordinateur, une imprimante, des fournitures de bureau pour équiper le bureau de l'autorité préfectorale avec la bénédiction du roi de Bouna, Sa Majesté Nenguek Bilima. La sous-préfecture de Calamon regroupe 22 villages. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA prévu se tenir ce samedi même 16 décembre à la maison du parti à Cocody a été suspendu par une décision de justice. Des irrégularités liées à l'organisation du congrès et des risques de troubles à l'ordre public auraient été constatés par des membres du bureau politique du parti. Les militants et sympathisants du PDCI RDA sont invités au calme par la direction du parti, le PDCI RDA. Le Parlement européen, la Commission et les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord hier après des mois de tractation pour une législation qui protège les médias et les journalistes devant la multiplication des atteintes à la liberté de la presse, y compris en Europe. L'Union européenne met en place des garde-fous destinés à sauvegarder la liberté des médias, le pluralisme et l'indépendance éditoriale. Selon les négociateurs du Parlement, une des grandes qualités de ce règlement européen est de repousser ce qui permettrait aux États de justifier l'espionnage des journalistes et des médias. Ce règlement prévoit aussi la protection des sources, la transparence sur les propriétaires des médias. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain dimanche pour le grand journal du dimanche.